Nouvel ordre mondial, un concept géopolitique de l'immédiat après-guerre froide. L'expression désigne alors l'alignement idéologique et politique de gouvernements et organismes mondiaux vers une certaine unipolarité incarnée par les États-Unis. Depuis lors, elle est réemployée dans d'autres contextes où il est diversement question de consolider une gouvernance mondiale en matière financière ou environnementale, par exemple. Les concepts de nouvel ordre mondial, comme utilisés en géopolitique, se confondent avec les concepts dits complotistes du nouvel ordre mondial. Le terme de nouvel ordre mondial, une formule utilisée pour désigner plusieurs théories du complot. Elles allèguent un projet de domination planétaire que mèneraient des institutions démocratiques, des organisations non gouvernementales ou même de régimes totalitaires. Certains tenants de ces théories du complot évoquent de groupes hypothétiques et dénoncent une vaste conspiration pluriséculaire. Les événements du monde seraient ainsi orchestrés par un groupe d'individus agissant dans l'ombre, porteurs d'un projet totalitaire de longue date. Les groupes désignés comme les conspirateurs varient considérablement selon les versions. De groupes réels, sociétés secrètes ou du monde des affaires sont désignés comme étant les cerveaux derrière ces vastes projets secrets de contrôle du monde. Face à la situation actuelle, où les deux blocs dominant les mondes, à savoir l'occidental, conduit par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, et les blocs oriental, conduits par la Russie, la Chine, l'Iran, la Syrie, la Corée du Nord, la RDC qui se retrouve au centre du globe, quelle sera prophétiquement parlant et bibliquement démontrée sa position face aux enjeux géopolitiques de l'heure qui confrontent le monde. Bienvenue, madame, mademoiselles et messieurs, à ce 108e numéro sur le chemin de la vérité, votre magazine qui essaye de décrypter, d'analyser, d'étudier toutes les questions qui touchent à la société dans un aspect ou dans une approche socio-religieuse. Aujourd'hui, nous allons parler de la RDC face au nouvel ordre mondial. Cette théorie qui s'impose sur tout le monde. Donc, on va essayer de comprendre cela avec notre invité habitué de ce plateau, l'évangéliste, le moindre de tous, Roger Baka, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Rémi Kalogi. Bonsoir à vous qui nous suivez à partir de la maison. C'est une grande joie pour moi de revenir sur le chemin de la vérité. Et je remercie toute l'équipe technique et surtout ceux qui vont disposer de leurs oreilles, de leurs yeux pour qu'ils puissent nous suivre tout au long de cette émission. Veuillez trouver quand même une édification. Voilà, monsieur Roger Baka, merci une fois encore de répondre à notre invitation. Vous êtes devenu aujourd'hui comme une bibliothèque, comme une source d'information. Merci. Et nous vous félicitons. Nous vous félicitons. Vous passez dans plusieurs plateaux, sur plusieurs plateaux, pour édifier, pour interpeller, pour informer, donc pour attirer un peu la sonnette d'alarme, surtout pour ce qui concerne notre nation. Aujourd'hui, nous allons parler de la RDC face à cette théorie qui est le nouvel ordre mondial. Nous avons vécu, il y a quelques jours ici, les sommets des Nations Unies. Il y a eu le sommet Chine-Afrique, il y a eu le sommet de la francophonie. Et la RDC aujourd'hui est en train de vivre ce qu'on est en train de qualifier comme l'épée de Damoclès sur elle. Donc la République, quoi. Alors il y a déjà le procès de notre d'un panafricaniste, en la personne de Charles Onana, qui milite pour la reconnaissance vraiment du génocide, de l'Holocauste congolais, qui aujourd'hui a tenté au procès là-bas au niveau de la France. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu que nous prêchent les hommes de Dieu, n'est-il pas avec les Congos? Peut-on parler de Dieu, du peuple et de la nation, qui sont des concepts qui marchent ensemble, ou on nous a en fait embarqués dans une histoire dont on ne sait pas comprendre et nous sommes en train de subir des conséquences de la vie? Voilà, merci beaucoup mon très cher frère. D'abord, d'entrée de jeu, je commence par te féliciter. Tu es sorti quand même du carcan. Aujourd'hui, nous devons tourner le regard vers la géopolitique mondiale. Parce qu'il est difficile d'aborder la matière sur ce qui concerne le développement intégré du Congo sans faire appel à la notion de la géopolitique mondiale telle qu'elle se présente aujourd'hui. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que
les grands esprits vont nous rencontrer pour que nous puissions entretenir un débat sur ce qui concerne l'avenir de la RDC en tant que nation à l'heure de ce que nous appelons le nouvel ordre mondial. Et donc, je te salue, je salue l'émission et je crois qu'en passant, je vais encourager notre très cher citoyen fort, Onana, là où il se trouve. Et il se bat pour une cause. Il faut que tout le Congolais le sache. Le contenu du livre Holocauste parle essentiellement d'un problème réel. À qui revient la responsabilité de plus de 20 millions de morts à l'est de la République démocratique du Congo. Tout le monde doit le savoir. Nos enfants doivent le savoir. Pourquoi? Parce que depuis plus ou moins 20 ans, des décennies, la RDC est en train de subir une guerre à l'est injustement imposée. Et face à cette guerre injustement imposée, nous avons devant nous la communauté occidentale, je parle de l'Union européenne, je parle des États-Unis d'Amérique, qui sont des pays de démocratie, mais qui prônent en même temps l'intangibilité des frontières, la non-violence, et aujourd'hui, ils font deux poids, deux mesures. Alors, nous voulons maintenant que tout le monde sache que Charles Onana ne souffre pas parce qu'il est seul, mais il souffre parce que, à qui revient finalement, à l'heure du nouvel ordre mondial, la responsabilité de 20 millions de morts en République démocratique du Congo du côté Est? Première réponse. Charles Onana dit que la France doit payer. La France dit non. Pas moi. Et si la France dit non, la France voudrait maintenant faire retomber la responsabilité à la République démocratique du Congo pour se disculper de cette affaire. Quelle est la première tentative face à la géopolitique mondiale? Il faudra dire que le M23 sont des Congolais. De par ces postulats, la France tente de se retirer de cette responsabilité pour qu'ainsi demain, face à la géopolitique mondiale, que l'on dise c'est une guerre congolaise. Alors, quel scénario va-t-on assister malheureusement, imposé par le chef de l'État, qui peut peut-être par ses services en train de nous suivre, c'est de l'imposer un schéma de la réconciliation de la sous-région en demandant sur le plan militaire que le M23 soit intégré dans l'armée congolaise, par cela déduire que c'était une guerre congolaise. Nous en reviendrons sur cette lecture que vous avez bien établie et lue. Alors, que comprendre de ces concepts nouvel ordre mondial, cette théorie? Parce qu'on s'est dit, autre part on le qualifie des complots des grandes nations qui veulent imposer un système, qui veulent imposer une façon de faire, de voir, d'agir, alors que nous savons tous l'ordre est une qualité qui est contraire à ce vice qui est le désordre. Que comprendre? C'est quoi le nouvel ordre mondial? Qui en est l'auteur? Où ça doit s'établir? Et comment et pourquoi le nouvel ordre mondial? Voici tant de questions, Rémi, qui devaient attirer l'attention du Congolais. Voici tant de problématiques qui devaient attirer l'attention des chrétiens, d'ici et d'ailleurs. Nous assistons à une destruction lente de la géopolitique mondiale. Cela s'écrit sous mes yeux. Mais je pense que les bons esprits du siècle commencent à réaliser qu'il y a un mouvement que nous ne prêtons pas attention, mais qui commence à gouverner la géopolitique mondiale. Nous disons tout simplement, ce que nous appelons nouvel ordre mondial ou novus ordo seclorum, tel que mentionné dans le billet de dollar, est un nouvel ordre. Mais qui veut l'établir? Tout le monde ne l'entend pas de la même manière. Si vous allez chez les Occidentaux, vous pensez aux États-Unis d'Amérique et à l'Union européenne, ils vous disent que c'est un nouvel ordre qu'ils veulent établir, qui sous-entend un nouveau gouvernement mondial, qui sous-entend une seule monnaie mondiale, qui sous-entend une seule économie mondiale, une seule armée mondiale, et enfin, qui sous-entend qu'il y aura un gendarme mondial qui est en train de mettre de l'ordre, de règles, de droits. Et finalement, vous allez remarquer que cet ordre est américano-centré. C'est-à-dire, d'après l'après-guerre, donc après 1945, pour la petite histoire, les gens doivent savoir
que le nouvel ordre mondial, c'est la remise en question par certains de l'ordre établi après la guerre de 1945. Parce que vous savez qu'après la 1945, la Russie, par exemple, s'est retrouvée perdant de la guerre. Oui. La Chine s'est retrouvée perdant après le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, oui, Japon, avec l'uranium, excusez-moi, du Japon, avec l'uranium qui venait tout droit de la République démocratique du Congo. Donc c'est-à-dire que les États-Unis s'est établi comme le gendarme du monde. N'est-ce pas? Alors à ce moment-là, vous verrez que même sur le plan monétaire, sur le plan financier, tout était centré sur le dollar. Oui. C'est alors qu'on parlait du pétrodollar. Donc la monnaie de référence était les dollars. Et les gendarmes qui gouvernent l'ordre dans le monde, partout dans le monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Maintenant, quand l'autre axe, parce que je parlais de l'axe américain et l'axe Union européenne, mais je vais maintenant dans l'axe, un autre axe qui ne l'entend pas de la même façon. C'est ce côté islamique. Hein, ce côté monde arabe qui évolue. D'ailleurs, je vais donner une citation de Dimitri Metayovskov, qui est d'ailleurs le porte-parole du Kremlin. Voici ce qu'il disait. Le monde a besoin d'un nouvel ordre mondial, fondé sur des principes complètement différents. Différents par rapport à quoi? Ce sont des principes qui sont différents par rapport à l'ordre établi après 1945. Déjà, vous comprenez qu'ils remettent en cause les États-Unis d'Amérique. Voilà. Deuxièmement, un nouvel ordre mondial, mon cher Rémi, fondé sur un nouvel ordre libre de toute tentative de concentrer le mécanisme de gouvernement mondial autour d'un seul État. Un nouvel ordre mondial libre de toute tentative d'imposer sa volonté et des décisions à d'autres pays. Un nouvel ordre mondial américano-centré. Alors vous allez voir Poutine à son tour, quand il réagit, il dit « J'ai parlé avec le président chinois, Xi Jinping, et nous avons un concept que nous partageons ensemble. » Le président chinois dit « Je suis son ami. » Poutine répond « Moi aussi je confirme que je suis l'ami du président de la Chine. » Mais quel est le dicton que nous développons ensemble? C'est que dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Alors, mesdames et messieurs, si vous nous suivez à partir de la maison, vous devez savoir qu'il se forme des axes aujourd'hui. Il y a l'axe Moscou-Pékin. Il y a l'axe islamique. Moscou-Pékin et la petite Corée du Nord. Justement, parce qu'il y a 5 personnages qui montent. Le président de l'Iran, le président de la Corée, le président de la Russie, le président de la Chine. Tous ces gens réclament aujourd'hui que les rapports entre les nations ne pouvaient plus être centrés autour d'une seule nation qui donne des ordres à d'autres nations. Autrement dit, ils veulent revoir le nouvel ordre quoi? Remplacer l'ordre établi par les Américains par un ordre qui est basé sur les rapports de force. Donc vous découvrez aujourd'hui la raison pour laquelle Vladimir Poutine se permet un jour, il bondit, après avoir, en 2008, récupéré la Géorgie, après avoir tenté en 2014 de récupérer la Crimée, voilà que la Russie, membre du Conseil de sécurité, s'en prend à l'Ukraine. C'est fini, l'ordre mondial est perturbé. La Chine joue le rôle d'accompagner la Russie. Qui va décider sur la situation? Il n'y a plus personne. Les rapports de force sont établis. La Chine joue le rôle de garde-fou, quoi. Mais la Chine appuie totalement la Russie. Pour protéger la Russie. Voilà. Au cas où je suis là. Or, ce sont des États qui sont des membres du Conseil de sécurité. Oui. Alors, le Conseil de l'ONU a perdu ses repères à partir de ce moment-là. Parce que le rapport de force s'établit maintenant. Maintenant, vous allez remarquer, il y a la montée de l'islam qui, du côté BRICS, se disent, nous avons aujourd'hui nous aussi des rapports de force, nous pouvons faire tout. D'ailleurs, la conséquence, c'est que le Hamas s'est permis un bon matin d'attaquer Israël et de commettre des massacres de masse. L'ONU a dit quoi? L'ONU a-t-il pris une décision? Israël s'est décidé de rétorquer avec violence, avec des bombardements. Jusqu'à ce jour, une année. Et nous allons tendre peut-être vers une année et quelques mois.
Mais le Conseil des Nations Unies ne sait rien faire. Il commence à trouver le mécanisme pour soutenir Israël. C'est justifiant du fait que le Hamas, la bande de Gaza, a commencé, c'est eux qui ont commencé le premier, ces désordres. Il ne faut pas oublier, il y a aussi vers certains États européens, il se développe maintenant une méfiance en termes informationnels. Vous avez des États de l'Europe qui aujourd'hui se disent, nous ne sommes plus d'accord avec le système démocratique. Tout ça forme... Ça doit être repensé, la démocratie. Repensé pourquoi? Parce qu'on commence à croire qu'il y a quand même des États très démocratiques tels que le Canada, on parle de Brésil, on parle des autres nations. Mais il y a des nations qui sont à la fois démocratiques et pas très démocratiques. Les États-Unis. Mais quelque part aussi, on peut dire que la démocratie aussi, c'est la dictature de la majorité. Nous en arrivons au point où on commence à se poser la question si la démocratie telle qu'enseignée par les États-Unis, qui d'ailleurs, on estime que Donald Trump avait gagné les élections, mais on a donné à Joe Biden. Et 70% des Américains sont d'accord que c'était une tricherie. Vous voyez la notion de la démocratie enseignée par ceux qui nous donnent des leçons, si est remis en cause. Attention Rémi, vous verrez par exemple la Corée, vous avez la Chine, ce sont des pays apparemment autocratiques. Mais qui commencent à se dire aujourd'hui, nous aussi nous avons le droit de dire un mot sur la situation mondiale. Mais regardez leur système politique, c'est pratiquement une dictature. Nous pouvons bien les critiquer. Mais ils ont décidé de s'associer. Et lorsqu'ils se sont associés, nous nous retrouvons devant deux blocs. Le bicéphalisme maintenant de la direction mondiale. Les États-Unis, accompagnés par l'Union européenne, et quelques pays africains, excuse-moi, quelques pays africains qui bénéficient du protectorat de ces nations-là. Mais nous avons de l'autre côté la communauté des BRICS qui représente aujourd'hui plus ou moins 40 à 49% du PIB mondial. Ils ont leur propre monnaie qu'ils sont en train de mettre en valeur. Aujourd'hui, dans le marché de l'économie, vous n'allez pas jouer avec le BRICS. Pourquoi? Parce qu'un pays autocratique, Rémi, comme la Chine, je dis bien autocratique, mais qui a développé un mécanisme miraculeux avec la dictature qui s'est fait là, c'est le pays qui possède l'économie la plus forte aujourd'hui dans le monde. Comment vous expliquez ça? Cela a de l'influence sur le pays africain et il se propose aujourd'hui de parrainer l'Afrique. Bon, dans tout ça, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Nous comprenons que la géopolitique mondiale est en train de changer et qu'il y a de nouvelles nations qui se réclament aujourd'hui d'être des nations de puissance régionale, voire même mondiale, et qui veulent participer maintenant aux décisions qui engagent l'avenir des nations. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme réaction après? Nous sommes en train d'analyser maintenant. Et nous disons quoi? Que face au nouvel ordre mondial, il y a une carte qui n'est pas encore jouée. Cette carte est en train d'apparaître lentement sur la scène des nations. C'est le Ordo Ab Chaos. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent? Les Américains veulent que toute personne qui gouverne ou qui a une certaine parcelle d'impérium d'un État en Afrique et partout dans le monde doit être une nation qui tourne autour des États-Unis d'Amérique. Mais pour que les États-Unis d'Amérique avec l'Europe subsistent avec ce nouvel ordre mondial, ils ont besoin des États ennemis. Donc il faut savoir que l'Amérique se crée lui-même des États ennemis. Ils disent non, la Russie est un État ennemi. La Chine, avec la manière dont ils dont la thèse et l'antithèse en même temps. En fait, c'est pour justifier la violence. C'est pour justifier l'installation du nouvel ordre mondial. Parce que sans adversaire, finalement, vous êtes quoi? Vous êtes rien. Et face à cette adversité, Poutine dit, vous n'avez pas le droit de nous donner des ordres. La Chine a dit, vous n'avez plus le droit. À l'époque de Donald Trump, Rémi, tu vas te rappeler, la Corée du Nord a tenté de menacer les États-Unis d'Amérique. Première fois dans l'histoire de l'humanité. Il dit, je veux faire disparaître les États-Unis d'Amérique de la carte. Pourquoi? Parce que la Corée possède la bombe nucléaire. Poutine possède aujourd'hui la bombe nucléaire. Ne vous y trompez pas, Iran veut obtenir aussi la bombe nucléaire. Bon, face à cette réalité, une question se pose. Pour la fabrication de bombes nucléaires, vous avez besoin de quelle matière première? L'uranium. Et vous avez besoin de comprendre aussi que l'uranium, à 70%, la réserve mondiale se trouve en République démocratique du Congo. Avec une forte teneur. Maintenant, on se pose la question, pouvons-nous qualifier le Congo comme une nation mondiale? Une puissance en devenir? Parce que ça s'appelle minerai stratégique et militaire.
Stratégique, pourquoi? En termes de concentration. Militaire, pourquoi? Lorsque vous utilisez bien cette matière première, vous avez la capacité de fabriquer des bombes atomiques. Alors la RDC peut-elle aussi participer dans le concert du nouvel ordre mondial? Voici la problématique. Mais ceux qui nous suivent à la maison, ne croyez pas que nous sommes seulement géopolitiques. Non, nous avons ici une vision que j'appelle apocalyptique, une vision de révélation, parce que cela est bien établi dans la prophétie du prophète Ézéchiel. C'est là où nous entrons maintenant, un bel récit, beau récit, je peux dire comme ça, bel sang, hein, avec un seul L. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pour nous introduire dans le vif de notre sujet, alors, à l'introduction, je parlais de jeu, de schéma. Voilà. Est-ce que toute cette aventure, tout ce mouvement qui se passe à travers le monde avec ce nouvel ordre, avec ces conflits ça et là, est-ce que la Bible peut-il nous interpréter cela? Est-ce que cela est marqué dans le livre des Apocalypses? Vous avez parlé ici comment dire, d'une tête qui veut s'imposer de l'Occident, voilà, dont les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, ouais, et de l'autre côté, les Orientaux, je peux le qualifier comme voilà, ça, c'est-à-dire la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Corée, même pas parler de BRICS, c'est-à-dire ces nations-là qui s'élèvent contre ce Ce sont des nations islamiques qui montent. L'Iran, Russie, oui, Chine et Corée du Nord, qui de temps en temps s'interposent. Les 5 têtes d'affiche. S'interposent par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce que peut-on parler de ces dragons à double tête qui a été annoncé dans l'Apocalypse, qui va s'élever aussi, qui font comme une illusion, hein, oui, comme s'ils sont en contradiction alors qu'ils ont le même corps. Vous savez... Parce que dans tout ça et tous, ils proclament... Je crois qu'avec Chemin de la Vérité, nous allons nous proposer un schéma. Pour éclairer la lanterne de nos concitoyens, nous allons axer notre attention un jour sur Apocalypse 13. Parce que dans Apocalypse 13, vous avez 2 bêtes. Apocalypse 13, 1, c'est la première bête qui monte de la mer. Apocalypse 13, 11, vous avez la deuxième bête qui monte de la terre. C'est 2 bêtes différentes. La première bête, elle monte de la mer. La deuxième bête, elle monte de la terre. C'est la fameuse bête de la terre dont parle Macron quand il vous dit que la bête de l'événement est là. Ça, c'est autre chose. Et lorsque vous dites la bête qui monte de la mer, ça, c'est un autre pouvoir. Mais vous allez remarquer le pouvoir de la mer. Dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1, 2, 3, on nous parle d'un pays à 7 têtes. Le pays à 7 têtes est au-delà de la mer Méditerranéenne. Ça, c'est l'analyse eschatologique. Dans cette bête qui monte de la mer, on nous montre qu'il y a un pays à 7 têtes. Or, vous savez que l'Italie est appelée le pays de 7 montagnes. Autrement dit, il y a un pouvoir mondial qui sort du Vatican. Mais le Vatican ne va pas exercer ses pouvoirs. Et vers le verset 11, on dit la deuxième bête exerçait son pouvoir devant la première. Autrement dit, posez-vous la question, ça c'est entre nous, je demande aux gens qui sont plus intelligents que moi de l'analyser. Vous ne vous demandez pas pourquoi chaque président qui est élu dans n'importe quel pays d'Afrique ou de notre axe finit par prêter allégeance au pape. C'est un alignement. Autrement dit. Que dit la Bible face à cette situation? La Bible dit... Est-ce un schéma déjà élaboré, bien conçu, pour que les générations futures viennent vivre, subir cela? Tu vois le manœuvre qu'on connaît aujourd'hui, hein? L'inflation monétaire, les troubles économiques, les perturbations politiques, c'est la préparation à l'apparition d'un seul dictateur mondial. C'est une préparation. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons comme des crises financières, économiques, politiques, non, ce sont des préambules de la venue d'un seul dictateur mondial devant qui les nations vont céder leur souveraineté. C'est à cela que Poutine ne veut pas céder. C'est à cela que la Chine ne veut pas céder. C'est à cela que la Corée, l'Iran ne veulent pas céder parce qu'ils sont au courant de cette information. Vous savez, aujourd'hui, vous allez en France, les débats tournent autour de ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et moi, je te rappelle que si tu rentres dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38, Ézéchiel 39,
Vous verrez, ça c'est l'axe justement qui s'oppose à Apocalypse chapitre 13, le verset 1. La bête qui monte de la mer. Je répète aujourd'hui, lorsqu'on dit que la bête qui monte de la terre avec des cornes, là on dit les deux axes sur lesquels il va se concentrer. C'est l'angle religieux et l'angle politique. C'est-à-dire nous aurons une seule religion mondiale, telle qu'est prônée par le pape déjà qui l'a dit, et aussi le nouvel ordre politique. Oui, mais l'écuménisme, c'est ça. Non, l'humanisme, la nouvelle religion. Bon, la nouvelle religion, c'est... Pour donner la liberté à l'homme, l'humain doit se définir tel qu'il est consent. Oui, mais quelle est la notion principale de cet humanisme? C'est que, a priori, nous aurons une seule religion mondiale qui consiste en quoi? Tu peux appartenir à ta religion, mais aussi mélanger avec les mouvements philosophiques. C'est à peu près ce qui veut dire le New Age. Voilà. Le New Age veut dire tout simplement, remis peut-être à la base chrétien, mais il appartient à un mouvement philosophique qui ne sont pas dichotomiques, qui peuvent marcher ensemble. Je vais essayer de t'expliquer. C'est-à-dire que tu peux être à la fois chrétien avec les fondements et la doctrine chrétienne, mais avec comme mouvement philosophique associé la franc-maçonnerie. Tu peux être de l'écancard. Donc ce qui veut dire aujourd'hui, l'on considère le christianisme primitif comme étant une dictature. Donc on doit atténuer la force du christianisme au point de révisiter la Bible pour dire que certaines notions commencent à devenir vétustes. Les réalités ne sont plus les mêmes. Oui, le monde a évolué. Le monde a évolué. Voilà. Donc quand vous dites par exemple que les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux, c'est quand même discriminatoire. Et ils veulent que vous puissiez commencer à comprendre. La notion du genre. Aujourd'hui, on a la notion du genre, le pédérasme, l'homosexualité. Il ne faut pas mentionner des termes tels que les efféminés n'hériteront pas. Vous pouvez dire, dites autre chose, mais pas ça. Tu vois, ça c'est la nouvelle religion mondiale. Et déjà, c'est tracé. Je te dis, en 1999, les gens sont encore en train de rêver. C'est en 1999 qu'il y a une réunion où toutes les religions mondiales sont allées prêter allégeance au pape, reconnaissant le pape comme le père de toutes les églises dans le monde. C'est parce que les gens rêvent. Ils devaient commencer à... Oui. Je te dis. Alors maintenant, ça c'est la première corde. Il y avait une forte réunion écuménique là. Où même les grands... comment on les appelle? Les numéros 1 de l'islam. Tout le monde était là. Même les hindous. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Par conséquent. Je pense que la réalisation va nous retrouver les images pour l'illustration. Oui, par conséquent. Vous allez remarquer que pour la première fois dans l'histoire du monde, l'église catholique est allée chez les Arabes. Le premier imam du monde. Aujourd'hui, je peux vous rassurer, dans le monde arabe, il existe une cathédrale nommée cathédrale islamique Sainte-Marie, où l'on nous informe déjà que l'islam est en train de fusionner avec le catholicisme. Ça, c'est la bête avec des cornes. Et l'autre angle, c'est politique. Quel est l'angle politique? Ça veut dire tout simplement ceci. À un moment donné, ne peut obtenir un certain pouvoir d'impérium et diriger une nation que celui qui reconnaît qu'il a comme autorité politique les États-Unis d'Amérique, soutenu par le pape, l'Italie, et par l'Union européenne. Alors maintenant, c'est là où les choses se jouent. Il y a des nations qui refusent cet alignement et disent qu'aujourd'hui, les rapports de force démontrent que la Russie est devenue une nation puissante militairement parlant. La Chine est devenue une nation puissante. Les Corées, la même chose. Nous ajoutons à cela l'Iran. Et il ne faut pas oublier, mesdames et messieurs, si vous nous suivez à partir de la maison, qu'il y a, par exemple, la Turquie qui, petit à petit, commence à s'imposer dans le monde. Alors, voilà ce que nous avons. Vous allez remarquer que des guerres se font dans le monde et il n'y a aucune décision. Il faut qu'on comprenne cela. La Russie a attaqué l'Ukraine. Il n'y a rien qui se dit dans le monde. Ça inquiète tout le monde. L'Europe s'est ralliée du côté des États-Unis d'Amérique et soutient finalement l'Ukraine. Vous avez Israël aujourd'hui bombardé par plusieurs pays arabes. Mais je constate qu'il y a quand même quelques dislocations parmi les communautés de BRICS. Par exemple, il y a l'Argentine, il y a l'Inde qui refuse cette agression vis-à-vis d'Israël. Vous avez d'autres pays arabes
qui acceptent le traité qu'on appelle d'Abraham, en accord avec Genèse chapitre 12. Vous avez le Soudan, vous avez là le Maroc, l'Arabie Saoudite. Il y a des nations qui ont refusé d'attaquer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Rémi, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques pays d'Afrique dont le président était totalement soutenu par l'ordre après la guerre de 1945. Donc, il y a des Américains, il y a des Européens qui utilisent quelques présidents africains, notamment en les poussant à manipuler, à mal utiliser les richesses souterraines ou minières de leur pays au profit du développement de l'Europe. Maintenant, ces présidents-là se retrouvent abandonnés parce que pour l'instant, personne ne donne de l'ordre au monde. Raison pour laquelle je crains un danger. Avec le nouvel ordre mondial, je crains un danger. Le danger, c'est que le parrain de quelques pays africains seront beaucoup plus embourbés dans la problématique de résoudre leurs propres problèmes. Mais c'est aussi bénéfique pour l'Afrique. Quand je parle, tu vois, Assimi Goïta. Qui croyait que Assimi Goïta pouvait aujourd'hui faire un coup d'État et vivre plus longtemps qu'il vit? Parce que l'ordre établi après 1945 était autre. La France avait des relations particulières, non pas avec les pays d'Afrique, mais avec l'Afrique. C'est la fameuse problématique qu'on appelle France-Afrique. Ouais. Et tu connais la méthode. Tout président africain ou tout leader africain qui veut s'affranchir de la dictature de l'Europe et des États-Unis est appelé à disparaître. Simplement à disparaître. Pour le cas d'exemple, leader Patrice Emery Lumumba. Il meurt. Et plusieurs se posent pas la question pourquoi Lumumba finalement est mort. Parce que Lumumba a signé un pacte des États-Unis, de Ghana et de la RDC avec Kwame Nkrumah. Et l'Europe a mal reçu cela. On l'a éliminé. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, en 1987, si je ne me trompe pas, vous connaissez notre fameux frère Thomas Sankara, le panafricaniste, éliminé par Blaise Compaoré, son propre frère. Tous les panafricains, les nationalistes, aujourd'hui, sont en attente de la solution qui va sortir entre les États-Unis d'Amérique, l'Europe et la Russie. Finalement, nous attendons. Et pendant cette période, personne ne sait se positionner. Vous demandez au président de Brazzaville ici, Denis Sassou Nguesso, il vous répond qu'il n'est pas pour l'agression de Poutine. Mais pourquoi les gens ne se positionnent pas? Parce que toute position que vous prenez engage votre avenir et engage l'avenir de votre président. Kadhafi est parti pourquoi? Parce que Kadhafi, lui, voulait les États-Unis d'Afrique. Éliminer. Vous quittez musée nationaliste. Éliminé. Bon, maintenant, moi, je me pose la question. Tel que nous sommes en train d'aborder cette matière, essayez un peu d'aller plus loin avec le chemin de la vérité. Y a-t-il une question qui concerne la RDC? Parce que tous ces éléments que nous venons d'aborder de manière superfétatoire, superficielle, devaient être abordés de manière très, très, très profonde. We are in a jungle and we have two big elephants trying to become more and more nervous. If they become very nervous and start war, it will be a big problem for the rest of the jungle. You need cooperation of a lot of other animals. Tigers, monkeys, and so on. Are you on the US or the Chinese side? Because now, progressively, a lot of people would like to see there are two orders in this world. This is a huge mistake, even for both the US and China. We need a single global order. L'idée d'une élite mondiale qui domine secrètement le monde est un grand classique des théories conspirationnistes. Mais parmi cette constellation de croyances, il y en a une qui est particulièrement tenace. Certains historiens y voient même le germe du complotisme moderne, les Illuminati, le grand complot qui explique tous les autres finalement. Avec en prime le symbole du triangle que certains voient absolument partout, que ce soit chez des vedettes comme Jay-Z, Beyoncé ou encore des politiciens comme Emmanuel Macron devant la pyramide du Louvre, ou évidemment sur les billets de banque américains où figure une pyramide avec un œil au sommet. Autant de signes qui prouveraient que les élites artistiques, politiques, économiques tirent les ficelles du nouvel ordre mondial.
Et comme toujours, se pose la question d'où ça sort au juste. D'abord, il y a bel et bien eu une société secrète baptisée l'Ordre des Illuminati qui a brièvement existé au 18e siècle en Bavière, en Allemagne. Fondé par un professeur de droit canonique, ce groupuscule s'inspirait des idées des Lumières et ses membres s'opposaient fermement à l'influence de la religion sur l'État et ses institutions. Paradoxalement, les Illuminati auraient récupéré le symbole de l'œil providentiel, un symbole chrétien qui existait depuis des siècles et des siècles. Le fait que cet emblème chrétien qui symbolise l'œil divin qui voit tout se soit retrouvé aussi sur la toute première déclaration des droits de l'homme en 1789 et sur le grand sceau des États-Unis quelques années auparavant a évidemment donné lieu à toutes sortes d'amalgames dont seuls les adeptes du complotisme ont le secret. Mais le fait principal est le suivant. La société secrète baptisée l'Ordre des Illuminati n'existait que quelques années à peine au 18e siècle avant d'être bannie par les autorités bavaroises de l'époque et qui y voyaient finalement une menace à l'ordre établi. Mais malgré ce bannissement, les théories de la conspiration basées sur les Illuminati ont commencé à se répandre à grande vitesse, autant en Europe qu'aux États-Unis. Au départ, les Illuminati sont associés à tout ce qui ressemble à des actes subversifs et à la pensée athéiste. Puis, au cours du 20e siècle, les thèses liées aux Illuminati se mettent à alimenter une foule de courants de pensée hétéroclites et souvent très controversés. Antisémitisme, ufologie, satanisme, anticommunisme. Mais deux éléments cimentent ensuite les Illuminati dans la culture populaire. D'abord, une trilogie 100% ironique publiée dans les années 70 intitulée Illuminatus, prise au premier degré par une légion d'adeptes. Puis, l'arrivée d'Internet dans les années 90 qui a donné encore plus d'oxygène et de visibilité à ces croyances désormais utilisées à toutes les sauces. Illuminati want my mind, soul and my body. Secret society, trying to keep their eye on me. De Prodigy à Jay-Z, plusieurs artisans de la scène hip-hop et R&B intègrent des symboles apparentés au complot des Illuminati. Dans le monde de la littérature, en 2000, l'auteur à succès Dan Brown amène de l'eau au moulin avec son thriller ésotérique Anges et démons. Sur YouTube, tout se buzz autour des Illuminati pave aussi la voie à une véritable chasse aux triangles et autres signes prétendument liés à ce stratagème des élites mondiales. Et puis si, en parallèle, certains s'en moquent... Is that a gang sign? Have you, Oh, like you don't know what it is. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. Il demeure que toute cette histoire relève de ce vieux réflexe complotiste du « on ne nous dit pas tout », un principe qui ouvre la porte à une infinité de croyances, toutes plus détachées de la réalité les unes que les autres. Voilà, cher Roger Baka, mon frère, nous revenons pour déjà chuter dans cette émission. Maintenant, la RDC. Parce que jusque-là, je me dis, la Bible, apparemment, est restée muette. Non, la Bible elle a parlé, ne fait plus rien. Je pense qu'on va Parce que dans la Bible, dans la prophétie, la volonté de Dieu, on dit Dieu est amour. Yeah. Dieu voudrait que les gens vivent en communion. Dieu voudrait que les gens vivent en harmonie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ceux-là qui nous ont apporté cet évangile, ceux-là qui nous ont apporté ce livre rempli d'amour, de beaucoup d'événements historiques qui nous enseignent. Et des fois, des événements qui arrivent. Des fois, les gens se posent des questions pour dire, ah, est-ce que ce n'était pas prémédité? La Bible, on l'a écrit, on nous enseigne, et maintenant, les événements arrivent parce que ceux-là qui nous avaient amené la Bible, ceux-là qui avaient écrit ces histoires-là, ces prophéties-là, avaient déjà, dans leur prémonition, dans leur consentement, établi les choses vont se faire comme ça, comme ceci, comme cela. Parce que lorsque vous dites, même les États-Unis, on l'a compris déjà, qui est en train quelque part de se créer lui-même des ennemis. Il a façonné des États. On peut se dire, prenons les cas de l'Irak. Les États-Unis étaient derrière l'Irak. Colin Powell. Tu sais comment il est arrivé à provoquer la violence en Irak? Colin Powell a tout simplement blandi une fiole de sodium à la télévision. Je dis bien une invention pure qui vient du démon des ténèbres. Il brandit seulement
une fiole de sodium. Tu sais ce qu'il dit? Il dit, voici les éléments qui déterminent qu'il y a la fabrication d'une bombe atomique en Irak. C'était le potassium de sodium. Ils ont provoqué une situation pour arrêter un président qui dérange leur mouvement. Mais la Bible, pourquoi je dis que la Bible reste mythique? C'est-à-dire que la Bible, elle est là, les gens ont écrit, ont tracé les choses et nous, on est en train de subir. Le Congo, comme vous l'avez évoqué, vous l'avez signalé ici, que le Congo regorge tout ce qu'il faut pour que ce monde se transforme. Tant pour la stabilité, tant pour la transformation énergétique. Oui, énergétique. Tant pour les voitures électriques. La stabilité même environnementale. Je veux dire, même sur ce qui concerne... Parce qu'on dit que l'Amazonie est en train de perdre même ses capacités. Voilà. C'est le bassin du Congo. C'est nous qui absorbons maintenant tout cela, avec notre forêt équatoriale. Alors, les Blancs ne savaient pas la Bible, jusque-là. Non, moi je crois que par rapport à la Bible, vous savez, il y a un livre spécialement établi dans apparemment, les hommes de Dieu abandonnent ce sujet-là. Vont beaucoup plus dans les histoires. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il y a une difficulté énorme de pénétrer les livres d'Apocalypse. Et nous tendons vers une période où les églises vont fermer. Pourquoi? Parce que vous devez informer dorénavant la population chrétienne sur les événements que le monde est en train de connaître. Et les livres par spécialité qui nous offrent des informations sur cela s'appellent Apocalypse. Apocalypso, qui dérive du terme dévoilé, révélé. Plusieurs n'aiment pas parler du livre d'Apocalypse. Dans ce livre, est-ce que le Congo trouve sa place là? On parle oui, du mais Congo. Dans la géopolitique mondiale telle qu'elle est exprimée par les livres d'Apocalypse, finalement nous avons le Congo. Parce que vous n'avez pas besoin qu'on désigne le Congo par un nom, la République démocratique du Congo. Ah non. Non, voilà, effectivement, nous voyons la RDC comme étant une nation qui va jouer un rôle important, établie et qui a été citée. Parce que et qui d'ailleurs peut provoquer la Troisième Guerre mondiale. La future puissance qui aura le contrôle de la République démocratique du Congo deviendra la nation la plus puissante. D'ailleurs, vous pensez que c'est une blague que vous voyez la Chine venir nous proposer plusieurs marchés? C'est pas de la blague, la Chine sait ce qu'elle cherche. La future nation qui aura la coopération avec la République démocratique du Congo sera la nation qui va gouverner le monde. Je te le rassure. Maintenant, le problème c'est quoi? Moi, j'essaie d'analyser. Nous nous sommes rapprochés de la Chine, et ce n'est pas la première fois. Cette coopération, vous savez que nous sommes revenus avec plusieurs marchés dont des milliards et des milliards de dollars sont en train d'être édités. Mais, excuse-moi, quels sont les éléments qu'on devait faire attention et alerter le peuple? C'est que la Chine est une nation autocratique, mais qui a développé compliquement un système économique le plus fort dans le monde. Et si le pays était tenté d'imiter la Chine, quelles sont les conséquences? Les conséquences peuvent être que le gouvernement congolais peut être tenté, je dis, peut être tenté d'installer l'autocratie au pays. Parce que finalement, on dit quoi? À quoi ça sert la démocratie? Si la Chine s'est développée sans la démocratie. Je suis en train de faire des projections. Je ne dis pas. Je ne voudrais pas qu'il y ait une approche politique. Hein. Ce n'est pas politique parce que la Chine est autocratique. Mais en même temps avec un système économique plus fort. Mais vous, en tant qu'homme de Dieu, on se pose la question. La question, en tant qu'homme de Dieu, on se pose la question. Enseignant. Le christianisme tel docteur de la parole. Le christianisme tel qu'établi maintenant en République démocratique du Congo, ne vaut-il pas la peine d'être repensé? C'est une question en République démocratique, parce que ça n'a créé que des dégâts. C'est une réponse qu'on attend de vous. Hein? Justement, moi je pose la question et je pense qu'on aura le temps. Il n'y a pas que seulement le système du christianisme. Le système éducatif tel que reçu par ceux qui hier nous donnaient des leçons à la France, qui tombe aujourd'hui dans le chaos, vaut-il la peine de supporter le même système éducatif aujourd'hui? Point d'interrogation. Le système politique, c'est là où tu as évité la politique. Le système politique, devons-nous reposer encore notre pensée sur la démocratie? Parce que je te confirme, parmi les nations démocratiques, pas très démocratiques, il y a les États-Unis. Comment vous pouvez expliquer ça? Pays de vieille démocratie, mais qui ne nous donne plus l'exemple. Donc, si la démocratie n'a pas réussi aux États-Unis, est-ce que l'intellectuel congolais ne peut pas organiser un état général de réflexion sur le système finalement démocratique? Je dis l'État congolais, je ne parle pas des noms. Voici les choses, même dans le système militaire. Aujourd'hui, devons-nous continuer à focaliser la formation militaire de notre armée sur le système américano-centré
Ça pose des questions encore une fois de plus. Parce qu'on a vu l'Amérique échouer chez Fidel Castro. On a vu l'Amérique échouer avec Poutine. Alors maintenant, moi, je commence à dire la vraie vérité, parce que le chemin de la vérité, c'est pour prôner des choses qui doivent nous sauver. Je pose maintenant la question à ceux qui nous suivent. Puisque nous collaborons aujourd'hui avec le système de coopération RDC-Chine, que peuvent être les implications? Vous savez, le président Macron nous a déshonorés. Hein. J'espère que vous avez appris que le président... Oui, on a tous été frustrés. Bon. Et vous savez, après, qu'est-ce qu'il a dit? Dans la diplomation, on dit qu'il n'y a pas d'amis. Hein. Il n'y a que des intérêts. Hein. Alors, quel est l'intérêt internationale. Ah, oui, quel est l'intérêt de la RDC vis-à-vis de la France? Quel est l'intérêt de la RDC vis-à-vis des États-Unis de l'Amérique? Quel est l'intérêt de la RDC vis-à-vis principalement de la France-Afrique? Pourquoi continuons-nous à garder ces relations? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les États intelligents, les États prudents ne prennent pas position. Parce qu'on ne sait pas qui va gouverner le monde demain. L'État, la population est là. C'est la population qui élit ses dirigeants, ouais, ses gouvernants. Alors vous, les hommes de Dieu, ouais, vous qui contrôlez, vous qui dirigez, parce que la population aujourd'hui a beaucoup plus confiance à vous, en vous, les hommes de Dieu. Alors, quel devrait être votre narratif? Bon. Quel devrait être votre comment dire, approche? Que devez-vous donner à cette population pour qu'ils se préparent et qu'ils se tiennent debout face à cet ordre qui s'établit, un désordre qu'on peut dire, mais qui est mis en ordre par une certaine catégorie d'États, de nations. D'abord, je prépare la population à savoir que l'Église n'existe pas pour l'abondance matérielle. J'essaie de rappeler certaines personnes que l'Église existe pour préparer une catégorie de personnes à hériter dans certains royaumes établis par notre Père fondateur, Jésus-Christ de Nazareth. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. Donc l'Église doit se préparer. Un jour, il y aura enlèvement. Et que nous devons nous comporter de manière digne et saine. Nous savons que tous ces éléments, je vous ai laissé dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Mais nous vivons dans le monde, priez pour les pays dans lesquels je vous ai établi. Voilà car votre bonheur en dépend. Voilà. Mais si le Congo est étouffé, voilà maintenant. À cette époque, en ce stade ici, quelle est la prophétie? Ayant parlé de la communauté spécifique de l'Ecclésia, je vais maintenant dans la nation de manière générale. La République démocratique du Congo doit réfléchir sur son système démocratique. Je le répète, à l'heure de la mondialisation qui a déjà englouti des nations, nous n'avons plus le droit de dormir et de continuer à croire que le miracle viendra du président. Donc, des nations exemples, il n'y en a plus. Donc, il n'y en a plus. Nous devons repenser notre façon de faire la politique. Je te le dis, aujourd'hui, tu vas en Europe, tu poses la question aux gens, ils vont te dire qu'ils ne font pas confiance. Oui, les concepts ont perdu leur sens. Démocratie, voilà. On ne sait même pas comprendre. Les États-Unis, à sa façon de faire la démocratie. La grande partie de la population ne croit plus aux élections, ni aux résultats des élections. Ce n'est pas seulement en Afrique, mais avec les pays qui nous ont enseigné la démocratie. Maintenant, à ce point-là, nous nous posons la question. Nous, Congolais, devrions continuer à croire à la démocratie et aux résultats déclarés par les élections? C'est une question. Moi, je suis un homme de Dieu, je ne peux pas vous imposer. D'où la nécessité d'un référendum. Excuse-moi. Voilà, on nous fait signe que nous sommes arrivés vers la fin de cette émission avec l'évangéliste Roger Baka. Ça ne finit toujours pas, on a toujours envie de l'entendre, de l'écouter parce que il y a beaucoup à dire et beaucoup à apprendre. Alors pour ce soir, parce que nous avons repris avec notre démarche, hein, de temps en temps, vous allez revenir, puis surtout avec ces sujets sur l'Apocalypse, hein, les deux bêtes. On doit vraiment en parler et comprendre comment circulent les mots. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de Dieu, nous parlons de peuple et nous parlons des nations. Est-ce que réellement, les nations territoriales telles qu'établies actuellement, politiquement parlant, est-ce que ce sont des nations qui doivent espérer aussi à cette gloire ou bien à cette manifestation divine? Question mark. J'ai une conclusion très pas bon, mais les gens doivent me supporter. Je parle en tant que citoyen, appartenant à Dieu, à Jésus-Christ, mais aussi en tant qu'un averti. Un patriote, un citoyen aussi. Un citoyen. Si je me réfère aux propos de Dimitri Metaïovski, qui est le porte-parole du Kremlin, l'ordre mondial n'existait plus. Par conséquent, l'ordre qui est établi sur le rapport de force.
Quand vous l'avez dit, Abkao. Voilà, ordre Abkao, c'est-à-dire si vous résistez au nouvel ordre mondial tel que les prônent ces gens-là, ils vont installer les désordres. Toute nation qui veut se construire en voulant s'affranchir du dictat européen sera appelé à disparaître. Je pense que vous l'avez compris. Hein? Ouais. Si vous voulez établir de l'ordre chez vous là, différemment de leur ordre, vous êtes appelé, ordre Abkao. Ils vont s'aimer les désordres. En bon entendeur. C'est-à-dire, ils vont dynamiter votre monnaie. Perturber votre économie. D'ailleurs, vous voyez l'augmentation des prix. Les gens disent toujours c'est la rareté des biens, il n'y a pas la production. Oui, je suis d'accord. Ça, je ne peux pas contredire. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour, vers les frontières de Lufu, de Kasumbalesa, de l'Est, on peut influer sur le marché de la monnaie, une grande quantité de francs congolais fabriqués ailleurs? Pourquoi vous ne pensez pas à cela? Car l'abondance du franc congolais dans le marché fait perdre la monnaie sa valeur. Pourquoi vous ne pensez pas à cette guerre économique? Pourquoi vous êtes toujours axé sur le manque de production? Il n'y a pas d'essai. Non, on peut nous dynamiter l'économie en mettant sur le marché de la monnaie une grande quantité de monnaie fabriquée ailleurs. Vous ne pensez pas à cela? C'est une option. Mais c'est une guerre encore aujourd'hui de nouvel ordre mondial. Est-ce que vous pensez aujourd'hui à la guerre bactériologique? Vous ne croyez pas à l'existence d'un certain nombre de vaccins qu'on peut envoyer dans la nation pour que des maladies se développent, afin que vous retourniez à l'Organisation mondiale de la santé qui fait partie du nouvel ordre mondial. Alors, en conclusion, mon frère Rémi, tu as abordé une matière très importante pour laquelle je connais moins, mais j'essaie de donner ma petite contribution. Croyez-moi, avec les rapports de force, je crains que demain l'Angola fasse union avec Brazza, fasse union avec le Rwanda ou l'Ouganda et déposséder la République démocratique d'une partie de son intangibilité des frontières. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on vit sur base des rapports de force. Je crains, je le dis aujourd'hui, écoutez-moi très bien, il n'y aura personne qui va donner l'injonction au Rwanda d'arrêter. Parce qu'on ne l'a pas fait avec Poutine, on ne l'a pas fait avec Israël. Ils sont eux-mêmes dans un conflit qu'ils ne savent pas jusqu'à présent comment ça va terminer. Donc nous nous dirigeons vers une période où les Kivu, si vous faites une blague, sera une partie des territoires qui habiteront au Rwanda. Pourquoi? Basé sur les rapports de force. Alors nous devons dire aux autorités congolaises qu'aujourd'hui n'attendez pas que l'Union, l'Organisation des Nations Unies, condamne et envoie des militaires pour faire des représailles à ces nations-là. Non, c'est les rapports de force. Et donc, ayant compris cela, je demande à l'autorité politique, si vous n'ouvrez pas grand l'œil, le ordre Abkao veut dire quoi? Il faut tuer les gens qui appartiennent ou qui vivent sous une partie du territoire qui détient un grand nombre de minéraux. Ainsi, vous allez exterminer cette race-là. Vous allez les remplacer par un peuple nilotique qui viendra prendre possession. Parce que devant la guerre, tout le monde prend la fuite. Mais quand vous prenez la fuite, cette partie des zones et des terres appartient dorénavant à qui? On doit commencer à comprendre aujourd'hui que l'ONU ne fera rien. Excuse-moi. La France ne fera rien. Développons notre capacité de représailles. Sinon, demain, c'est le Katanga qu'ils vont exiger. Si vous ne prêtez pas attention, ils vont faire une infiltration au Bas-Congo parce que déjà, ils possèdent une partie des terres. À Brazzaville, ils disent que c'est de l'agriculture, mais moi, comme un citoyen qui voit là, je dis c'est faux. C'est une branche armée cachée sous la forme agricole. Maintenant, si vous n'êtes pas informé, même l'Angola vient de donner des terres aux Rwandais. Ils parlent toujours de l'agriculture. Bon, je pose la question. Les Mbororo, au-dessus de l'Équateur. Frère, nous risquons de rester avec les Kasaï. Nous risquons de rester avec le Bas-Congo, peut-être avec la province orientale et du parti de l'Équateur. Réveillez-vous, réveillons-nous de notre sommeil, que les autorités prennent en considération le point de vue que nous sommes en train de mettre. Sinon, dans 2-3 ans, nous allons parler d'une autre histoire et nous n'aurons pas la même cartographie en République démocratique du Congo. J'ai dit et j'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka, pour votre participation à cette émission. C'est moi qui te remercie. Vous avez apporté comme information. Nous sommes sur le chemin de la vérité. Vous avez une autre approche, une autre lecture par rapport à tout ce qui s'est dit ici. La porte est grandement ouverte. Les numéros des contacts s'affichent de temps en temps au bas de cet écran. Et surtout que je voudrais un peu aussi tirer votre attention sur ce passage dans notre Bible nationale
qui est la Constitution, qui dit que nous pouvons aussi céder une portion des terres pour l'unité africaine. Je me demande, est-ce que, parce qu'on ne le fait pas et on nous l'impose, parce que c'est un ordre qu'on nous a donné et on nous impose, mais nous, on ne veut pas le faire. On ne nous soumet pas à l'abkao. Ordre abkao. Ne sommes-nous pas déjà dedans? Vraiment. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Grande a été notre joie de vous l'avoir proposé. Nous avons été bien servis. Merci beaucoup à l'équipe technique. Henri Tumbonio, Jean-Paul Betambe, Patrick Nganga, Benjamin Boliki, Donatien Lutundula. Et voilà, avec vous tous, téléspectateurs qui nous avez prêté votre attention. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, toujours sur le chemin de la vérité. Au revoir. Au revoir. Merci Rémi. Excellent. Hein?